Découvrez le podcast Des trains pas comme les autres pour voyager loin, très loin des itinéraires balisés avec Philippe Googler. Des trains pas comme les autres, disponible sur toutes les plateformes. Le lendemain, c'est au cœur de son domaine que notre vigneron emmène ses amis. Une dizaine d'hectares de vignes en coteaux sur les bords de la Drôme. Voilà, là on arrive dans une parcelle qui est derrière moi, là, qui représente 3 hectares de vignes. Donc là on a 2 hectares en cépage muscat, qui sont de ce côté droit. Et tout autour du cabanon, là, on a le cépage clairette. Voilà, un cépage complémentaire pour l'élaboration de la clairette de Die. C'est de la fierté, puis c'est surtout qu'on a réussi à être là encore 3 générations plus tard. Le domaine est en place, ça marche. On vit de notre production et on a de l'espoir pour l'avenir, tout va bien. Ouais. Voilà. Et là, on arrive au cabanon. Au milieu du domaine, un cabanon de vigne hérité du grand-père. Cet abri servait pour le repos des chevaux de trait et pour le casse-croûte des ouvriers. Alors ça, c'est tout construit avec les matériaux du coin. Les pierres que tu vois sont des pierres de ruisseau qui sont de part et d'autre de ma parcelle. Et ils venaient là pour passer la journée, voire peut-être même dormir là et être là sur place pour une ou 2 journées de travail. Et c'était optimisé, quoi. Dans le Diois, ce patrimoine a été particulièrement bien conservé. On compte plus de 300 cabanons de vignes dans le seul canton de Die. Celui de Jérôme Vincent est resté en l'état. Là, on va voir en fait la pièce principale de la cabane où vous venaient se restaurer les agriculteurs qui venaient travailler en fait. Voilà. Donc là, tu vois, c'est une pièce exiguë, c'est vrai, mais il faut imaginer qu'il fait froid, donc l'hiver notamment pour la taille. On a juste l'espace qu'il faut pour manger le casse-croûte, la fenêtre. Tiens, si tu veux, regarde un peu la vue qu'on a depuis ce petit cabanon là. Hop, tac. Voilà, on a les 3 becs et la Drôme qui coule en bas avec le domaine qu'on devine juste d'un angle là-bas. Et c'est toujours un super moment d'ici. Hop. Ça, c'est 100% muscat. Alors, on va se régaler là avec un petit gâteau. Merci. À la vôtre. À la vôtre. Santé. Fabien Lombard est aussi producteur de clairette depuis plusieurs générations. Moi, j'aime bien d'avoir des traces comme ça du passé qui nous rappellent effectivement le travail dur en fait de nos anciens. Mais finalement, nous, on perpétue la tradition et on est toujours là dans cette vigne. Et Jérôme nous prouve avec ce vin que voilà, il a pas perdu la main et que ça donne de très bons vins. Elle est très très bonne. Porte d'entrée de la vallée de la Drôme, la ville de Crest est célèbre pour sa tour médiévale. Culminante à 52 mètres, c'est le plus haut donjon de France. Symbole de l'histoire du pays, la tour de Crest a servi de prison pour les Huguenots à l'époque des guerres de religion. Pour monter à la tour, un escalier taillé dans la roche. C'est un grand escalier du 12e, 125 marches, dont 95 taillées directement dans la crête calcaire. Il faut savoir que Crest a été construit sur une crête calcaire, de là son nom. La main courante est également taillée directement dans la masse. Johannes Melsen, passionné par l'histoire des Huguenots de la Drôme, nous emmène découvrir celle que l'on surnomme la Bastille du Sud. Ici, s'est déroulée pendant un siècle l'une des pages les plus sombres de l'histoire de la région. Tout commence à la fin du XVIe siècle. Après le développement de la Réforme en France, l'édit de Nantes accorde en 1598 le droit de culte aux protestants. Mais un siècle plus tard, Louis XIV révoque cet édit de tolérance. Et c'est le début des persécutions contre les Huguenots.
les protestants n'avaient plus le droit à rien et n'avaient qu'à abjurer, devenir catholiques. Ceux qui n'avaient pas envie de ça, ils sont partis. Et on parle d'une fourchette entre 200 000 et 300 000 personnes pour la France entière qui sont parties, et entre 25 et 30 000 pour le Dauphiné, la région dont on parle ici. Ceux qui partent, ou ceux qui continuent à pratiquer leur culte, risquent la mort ou l'envoi aux galères. Un certain nombre d'entre eux sont détenus ici, dans la tour de Crest, dans l'attente de leur jugement. Les murs du donjon ont gardé des traces du passage de ces prisonniers, comme ces graffitis, rappelant les persécutions infligées par les soldats du roi. Ou encore les noms de famille des protestants incarcérés. Pour commémorer cette histoire, un sentier de randonnée a été créé il y a 5 ans. Il suit le chemin d'exil emprunté au XVIIe siècle par les Huguenots du Dauphiné, en fuite vers l'Allemagne ou la Suisse. Ce sentier démarre ici, au Poitou-Laval, en Drôme provençal. Perchée sur son promontoire, la cité fortifiée est acquise à la Réforme au XVIe siècle. À cette époque, elle est un des hauts lieux du protestantisme drômois. Johannes Melsen s'occupe de la partie française du sentier. Au cœur de l'ancien bourg médiéval, il nous conduit dans l'un des rares temples de cette période à avoir échappé à la destruction. Après la révocation de l'édit de Nantes, la plupart des édifices protestants sont démontés par les soldats de Louis XIV. Celui-ci est épargné car c'était aussi la maison commune du village. Comme la plupart des temples protestants, il est conçu pour que l'assemblée soit répartie en demi-cercle autour de la chaire. Partout règne une très grande simplicité. C'était la base même de cette nouvelle approche du protestantisme, de rester sur une sobriété et de quitter toute cette richesse et toutes ces fioritures qui appartenaient au pape, qui appartenaient à Avignon. Donc du coup, la chose la plus sobre était la seule qui pouvait se faire, qui pourrait être envisagée. Dans le temple, des objets rappellent la période dite du désert, en référence à la traversée du désert des Hébreux. À cette époque, les offices doivent se tenir clandestinement, à l'écart des villes. Ça se pratique la nuit. Un nombre de choses sont importantes. On sait que les petites Bibles, qu'on appelle les Bibles de chignon, parce que les dames les cachaient dans leur chignon, et ça permettait de l'avoir avec soi sans courir trop de risques d'être pris par les autorités. Après, les coupes, là aussi, la décortique en 3 morceaux, et 3 personnes différentes amènent la coupe